Au Zimbabwe, la police a dispersé à Harare à coups de gaz lacrymogène et à coups de matraque des partisans du MDC, principal parti d'opposition du pays, venus écouter un discours de leur leader. En Algérie, de nouveaux rassemblements hostiles à la présidentielle du 12 décembre ont eu encore lieu mardi à travers le pays. Ces nouvelles manifestations sont intervenues au troisième jour d'une campagne électorale agitée. Et puis, au Mali, le bilan est monté dans l'attaque de lundi dernier attribuée aux djihadistes dans l'est du pays. Il fait désormais état de 30 soldats maliens tués, contrairement aux 24 précédemment annoncés. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous démarrons cette édition par le Bénin où Thomas Boniaï est rentré ce mercredi accompagné d'une importante délégation de la CEDEAO. L'ancien président du Bénin avait quitté le pays le 22 juin dernier après un blocus autour de sa résidence suite à la crise post-électorale. L'avion qui le ramenait s'est posé cet après-midi à l'aéroport de Cotonou. La délégation de la CEDEAO qui l'accompagnait est composée notamment du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, et de l'ancien président nigérien Abdul Salami Boubacar. Une rencontre de cette délégation avec le président Patrice Talon s'est tenue à la présidence sans la participation de l'ancien président béninois Boniaï. La délégation de la CEDEAO doit également rencontrer les principaux responsables de l'opposition béninoise. Au Zimbabwe, la police a dispersé ce mercredi à Harare à coups de gaz lacrymogène et de coups de matraque des partisans du MDC, principal parti d'opposition du pays, venus écouter un discours de leur président. L'intervention des forces de l'ordre a fait plusieurs blessés dans la foule. Voici les images. Bravant une interdiction des autorités de se réunir sur une des places de la capitale Harare, plusieurs centaines de militants et sympathisants du mouvement pour un changement démocratique MDC, principal parti d'opposition du Zimbabwe, s'était rassemblé ce mercredi devant le siège du parti pour écouter un discours de leur chef Nelson Chamisa sur l'état du pays, englué dans une crise économique catastrophique. D'importants effectifs de police, munis de 2 canons à eau, ont alors encerclé la foule avant de la disperser sans ménagement dans les rues alentours, empêchant le leader de l'opposition Nelson Chamisa de s'adresser à ses partisans. La police zimbabwéenne a dispersé à jet de gaz lacrymogène et à coups de matraque les manifestants. Cette intervention des forces de l'ordre a fait plusieurs blessés dans la foule. Depuis des mois, les ONG internationales accusent le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa de réprimer les manifestations de l'opposition, de la société civile ou des simples citoyens qui dénoncent la dégradation continue de leurs conditions de vie. Le Zimbabwe est enlisé depuis 20 ans dans une crise économique et financière interminable. La situation de ces 15 millions d'habitants s'est encore aggravée récemment avec le retour de l'hyperinflation, des coupures d'électricité, des pénuries de première nécessité et la sécheresse. Khartoum a accepté de reporter au 10 décembre prochain un nouveau cycle de négociations de paix avec les principaux groupes rebelles qui était prévu cette semaine à Juba. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le Conseil souverain dirigeant le Soudan. Les détails. Les nouvelles discussions avec les groupes rebelles devraient démarrer jeudi, mais Khartoum a accepté de les reporter à la demande des autorités sud-soudanaises qui mènent la médiation selon un communiqué du Conseil souverain. Établi en août et formé de civils et de militaires, le Conseil souverain est chargé de superviser la transition du pays vers un régime civil, la principale exigence du mouvement de contestation inédit qui a été lancé en décembre 2018 et a conduit à la chute du président Omar el-Béchi en avril. Le gouvernement espère reprendre les négociations à la nouvelle date, le 10 décembre, a assuré Mohamed Al-Taïchi, membre du Conseil souverain, dans un communiqué. Les pourparlers de paix entre les représentants du gouvernement soudanais et de groupes rebelles du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu ont démarré mi-octobre après que les nouvelles autorités ont promis de pacifier ces régions.
Lors du premier cycle de pourparlers, Khartoum avait autorisé la fourniture d'aide humanitaire à ces régions où des années de conflit ont fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. La région du Darfour a été en proie à un conflit qui a éclaté en 2003 entre des rebelles issus d'une minorité ethnique s'estimant marginalisée et les forces gouvernementales de l'ex-président Béchir. Des conflits similaires ont éclaté au Kordofan Sud et au Nil Bleu lors de la sécession du Sud en 2011. Durant les négociations, le Soudan a annoncé un cessez-le-feu permanent dans les zones en conflit. En Algérie, Ali Benflis, ancien Premier ministre et candidat à la prochaine élection présidentielle, s'est rendu mardi à une manifestation de campagne dans la ville de Blida, située à 45 km au sud-ouest d'Alger. Mais son meeting a été perturbé par les manifestants. Plus de précisions à travers cet élément. Les réunions politiques s'annoncent agitées pour tous les candidats à la fonction suprême, dont le scrutin doit avoir lieu le 12 décembre prochain. Un nouveau meeting de l'ancien Premier ministre algérien Ali Benflis dans la ville de Blida, à 45 km au sud-ouest d'Alger, a été perturbé par les manifestants. Mais cela n'a pas déstabilisé le candidat qui a appelé à la modernité politique, économique et sociale du pays. Avant de se présenter pendant 15 ans comme le principal adversaire électoral du président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission par la rue le 2 avril, Ali Benflis fut l'un de ses plus proches collaborateurs et son Premier ministre entre 2000 et 2003. Pour le Irak, le mouvement de contestation qui bat le pavé depuis le 22 février, Ali Benflis est surtout un produit du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962, dont il veut se débarrasser. Aux côtés d'Ali Benflis se présentent les candidats Azzedine Mioubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bangrena, ainsi qu'un autre ancien Premier ministre, Abdelmajid Tebboune. Ce dernier est attendu lundi à Adrar, à plus de 1200 km au sud d'Alger, pour son premier meeting, après l'annulation de celui de la veille à Sidi Fred, dans la banlieue d'Alger. Restons en Algérie où de nouveaux rassemblements hostiles à la présidentielle du 12 décembre prochain ont eu lieu mardi à travers le pays. Ces nouvelles manifestations sont intervenues au troisième jour d'une campagne électorale plutôt agitée. Des milliers de citoyens ont manifesté à Alger ce mardi contre la tenue de la présidentielle que le pouvoir veut tenir le 12 décembre prochain. Les manifestants rejettent ce scrutin qu'ils considèrent comme joué d'avance. Ils estiment que les autorités n'ont pas mis en place les conditions nécessaires pour que l'élection soit transparente, notamment avec l'emprisonnement de journalistes, de militants et de personnalités politiques qui ont critiqué les choix du pouvoir. Ce scrutin est ainsi considéré comme une opération de renouvellement du pouvoir en place et les manifestants ont appelé à lui faire barrage. Toujours ce mardi, des manifestants ont également muré les accès des bureaux locaux de l'autorité indépendante chargée d'organiser les élections dans plusieurs localités du pays. En campagne depuis le 17 novembre dernier, les 5 candidats en lice pour ce scrutin sont issus du personnel politique associé au président déchu Abdelaziz Bouteflika. Cette marche a été le 39e rendez-vous hebdomadaire depuis le début du mouvement populaire le 22 février. Citant un réseau de militants de la société civile à travers le pays, le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Sali, a indiqué que des dizaines de personnes ont été arrêtées lors de ces rassemblements. Le général Gaët Salah a balayé toutes les revendications du Irak sur un changement de régime et refuse toute autre sortie de crise que la présidentielle du 12 décembre qui, selon les contestataires, ne vise qu'à régénérer le système au pouvoir dont ils veulent se débarrasser.
En bref, Abdoulaye Miskine, leader et fondateur du Front démocratique du peuple centrafricain FDPC, l'un des nombreux groupes armés rebelles qui se partagent plus des 2/3 du territoire de la République centrafricaine, a été arrêté au Tchad. L'annonce a été faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement centrafricain qui réclame son extradition, figure historique de la rébellion depuis la première guerre civile centrafricaine en 2004, année au cours de laquelle il a créé le FDPC. Abdoulaye Miskine, de même que son groupe, a beaucoup perdu de son influence et de son pouvoir sur le terrain ces derniers temps, selon des observateurs du conflit centrafricain. Au Mali, le bilan est monté dans l'attaque du lundi dernier attribuée aux djihadistes dans l'est du pays, à proximité de la frontière nigérienne. Il fait désormais état de 30 soldats tués, contrairement aux 24 précédemment annoncés par l'armée. Le nouveau bilan a été confirmé par des sources sécuritaires maliennes. 30 soldats maliens ont été tués lundi dans une attaque attribuée aux djihadistes dans l'est du Mali, à proximité de la frontière nigérienne. C'est le nouveau bilan annoncé par une source sécuritaire malienne, alors que l'armée avait jusqu'ici fait état d'un bilan de 24 militaires tués. Les corps de soldats tombés au cours d'une mission dans le secteur de Tambakot, région de Ménaka, sont arrivés à Gao mardi en provenance de Niamey au Niger, pendant que les recherches de soldats dispersés lors de cette attaque se poursuivent. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe lundi contre les djihadistes quand une patrouille a été attaquée dans cette zone frontalière. Les assaillants ont eux-mêmes perdu 17 hommes tués dans les combats et une centaine de suspects ont été capturés par des forces nigériennes. L'attaque du lundi constitue un coup dur de plus pour l'armée malienne après la mort d'une centaine de soldats dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est aussi une illustration supplémentaire de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté internationale dans cette région et plus largement au Sahel. Hors du continent africain, le souverain pontife est en visite en Thaïlande. Le pape François est arrivé ce mercredi dans ce pays de l'Asie où les chrétiens catholiques sont plutôt minoritaires. C'est la première étape d'une tournée axée sur le dialogue interreligieux et l'élimination des armes nucléaires. Reportage. Le pape François a été accueilli à sa descente par le vice-premier ministre thaïlandais et le ministre des Affaires étrangères. Également présent à l'aéroport, sa cousine Anna Rosa Sivori, missionnaire depuis plus de 50 ans dans le royaume. Plusieurs dizaines de jeunes arborant des drapeaux de la Thaïlande et du Vatican ont salué le souverain pontife. Le pape est ensuite parti vers l'ambassade du Vatican dans le centre de la capitale thaïlandaise, où il va résider pendant son séjour. La Thaïlande a été évangélisée par les missionnaires jésuites au milieu du XVIe siècle, mais les catholiques y sont ultra minoritaires. Dans un message aux Thaïlandais avant son départ, François, 82 ans, a rendu hommage à une nation multiethnique qui a beaucoup œuvré pour promouvoir l'harmonie et la coexistence pacifique, non seulement entre ses habitants, mais aussi dans toute la région de l'Asie du Sud-Est. Il a aussi dit espérer renforcer les liens d'amitié avec les bouddhistes. Il rencontrera aussi jeudi le 20e patriarche suprême dans un haut lieu du bouddhisme, religion pratiquée à plus de 95% dans le royaume. Il aura aussi ce jour-là des entretiens privés avec le Premier ministre ainsi qu'avec le roi de Thaïlande. Le pape célébrera enfin une messe dans le grand stade de Bangkok pour la communauté catholique du pays qui compte quelques 400 000 baptisés, quelques 50 000 fidèles, dont plusieurs centaines de chrétiens membres de la minorité karen et venus de provinces reculées frontalières de la Birmanie devraient la suivre soit à l'intérieur, soit sur les écrans géants. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.